Alors, on est reparti pour un petit Mentimeter. Et c'est reparti. Alors, hop. Donc, du coup, savez-vous quand a été créé le mot ménopause? Et vous allez avoir, hop, attendez, quatre petites options pour vous. 1515, juste après la bataille de Marignan. 1559, la même année que la première découverte du clitoris, découvert et oublié à de nombreuses reprises par la suite, le pauvre. 1789, en même temps que la Révolution. 1821, entre deux publications des Illusions perdues de Balzac. On est cultivé dans cette équipe. On est grave cultivé. Ouais, bah oui, c'est à moi. Je suis bête. Il y en a qui savent déjà ici, dans les salles. Oui, je sais. Bravo. Je vous mets un 30 secondes restant pour vous mettre la pression un peu. Allez, plus que 30 secondes. Et en même temps, on est moins nerveux. Voilà, ouais. Puis c'est l'effet masse. C'est normal. C'est trop facile. Ouais, ouais. Ok, et ben. On peut tuer. Ça fait une réponse intéressante. Ouais. Ouais. Bravo, 1821. C'est 1821, donc je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Voilà, donc moi je m'appelle Sophie Kuhn. Je suis ici parce que j'ai créé un compte. Ah oui, c'est moi qui dois faire les trucs. Je suis pas douée avec ça, moi. Ouais, vas-y, clac, clac. Je commence par une citation de Simone de Beauvoir, donc, qui disait que la crise de la ménopause coupe en deux avec brutalité la vie féminine. On va y aller rapido. Tous ces sujets-là, on les a déjà un peu vus. L'âge médian de la ménopause, associé à la crise du milieu de vie, provoque des bouleversements hormonaux, remet en question les fondements même de l'existence, c'est ce qu'on dit en général. Voilà, les personnes, on est donc 11 millions de femmes ménopausées, plus 2 millions de femmes périménopausées. On est 13 à 14 millions de femmes concernées en France par ce sujet. Chaque année, il y a 500 000 femmes qui rentrent en ménopause dans ce fabuleux... Voilà, donc là, c'est un petit sommaire. Vas-y, rapide, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai... voilà. Donc comment j'en suis arrivée, moi, à raconter ces histoires de ménopause? Donc pour la petite histoire, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Ménopause Stories, qui va avoir 3 ans en janvier. Et j'ai raconté cette petite histoire parce que, ces petites histoires, ces stories, je me suis mise à me lancer sur ces stories, parce que j'ai été placée en ménopause artificielle à 47 ans avec aucun imaginaire de la ménopause. Je ne savais pas du tout ce que c'était que la ménopause. Je connaissais à peine le mot. Et 15 jours après, j'étais assez malade. Donc là, je suis allée sur Google, je suis allée voir ce qu'on disait de la ménopause. Et comme disait ce matin Gaëlle, c'était la panique générale à bord. Je me suis retrouvée sur des pages qui décrivaient la ménopause comme, que comme des symptômes, dans un univers très froid, très médical, avec vraiment des photos complètement altérées, des femmes que je ne reconnaissais pas. Je me suis retrouvée paumée. Comme je suis quelqu'un qui écrit, j'ai commencé à prendre un cahier, écrire mes impressions, etc., et faire beaucoup de recherches. Un cahier sont devenus 2 cahiers, puis 3 cahiers, puis 5 cahiers, etc. Et un jour, je me suis dit, cette matière que j'ai là, moi, je ne vais pas la garder pour moi, et je vais lancer un compte Instagram. Le temps de réfléchir à la conception du compte, j'ai lancé ce compte-là. C'est devenu Ménopause Stories. Entre-temps, il m'est arrivé beaucoup d'aventures, dont la naissance d'un livre, Ménopausée et libre, que j'ai publié l'année dernière. Vas-y, tu peux y aller, clac-clac. Je suis rapide. Voilà, donc ça, je vous le fais rapido, c'est le compte. Rapide, parce que c'est pas le plus important, quoi. Honnêtement, c'était un peu... Alors, ça, c'est important. J'avais une vision quand j'ai commencé à travailler vraiment sur ce sujet de la ménopause. Je dis travailler parce que c'est un travail très personnel. Alors, je me suis dit, soit je suis complètement con, c'est possible, parce que j'étais un peu la seule à voir ça.
soit, je sais pas, je sens un truc. Mais pour moi, la ménopause, c'était assez holistique et c'était vraiment très pluriel puisque ça abordait plein de sujets. Autant, évidemment, la partie un peu symptômes, mais comme je sentais que émotionnellement, je m'interrogeais pas mal, même au niveau de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, la perception que les gens ont de moi, etc. Voilà, tous ces champs-là, aussi bien la sexualité, la beauté avec la peau, bien-être, sport, tout ce qu'on a abordé là, je me suis dit, la ménopause, c'est pas qu'un sujet de symptômes, ce n'est pas que médical, c'est totalement holistique. Donc, je vais créer un compte holistique. Voilà, là, avec une vision aussi très féminine, parce que pour moi, il n'y avait pas de rupture, justement, il n'y avait pas de discontinuité. Clac, clac. Et donc, en fait, j'ai fait effectivement un ami illustrateur qui m'a fait ce logo, parce que j'ai compris aussi, bien sûr, puisque quand j'ai commencé à parler de ce sujet-là, j'ai vu que personne n'en parlait autour de moi. Donc, je me suis dit, vous ne croyez quand même pas que j'ai gardé tous ces secrets pour moi, je vais ouvrir mes cahiers, allez-y, j'y vais, je me lance. Alors, la naissance d'un mot. Daniel, tout à l'heure, a parlé de Pline l'Ancien, donc on va dire tout parle de là, d'un peu le stigmate qui est posé sur les règles. Donc on parle de là, c'est vraiment sur une image vraiment très très négative. Et clic, clic. On va s'interroger aussi sur le mot ménopause. Qu'est-ce que veut dire le mot ménopause? Donc ça c'est pareil, Gaëlle en a parlé. Le mot ménopause a été créé, donc moi je croyais très bêtement avant que le mot ménopause datait de l'époque de Pline l'Ancien en fait, pour tout vous dire. Parce que comme c'est un mot d'origine grecque à la base, je me suis dit, forcément les femmes ont toujours été ménopausées à partir du moment où il y a eu une femme, la première femme de l'existence, si elle vivait... D'abord, elle aurait très bien pu avoir une insuffisance ovarienne prématurée, donc voilà, ou être ménopausée vers 40 ans. Il y a des femmes qui vivaient au-delà de 40 ans. Il y a toujours eu des traces de femmes ménopausées. Donc pour moi, ménopause, c'était vraiment un mot du langage, quoi. Et donc, en faisant mes recherches, donc dans l'un de mes cahiers, je me suis rendu compte que le créateur du mot ménopause était Charles-Louis Prosper de Gardanne, qui était un médecin. Je vais vous raconter un peu sa vie après. Il a créé ce mot, non, pas clic, on revient en arrière. Il a créé ce mot d'abord en 1816. Et alors en 1816, il utilisait la terminologie ménesposie. Là, je vais un peu fantasmer mon histoire. Je me suis dit que peut-être qu'il s'est dit ménosposie, c'est pas trop simple et tout. Donc en 1821, il s'est dit allez hop, on part sur ménopause, ça a l'air quand même plus cool à prononcer. Et c'est comme ça qu'il a créé ce mot. Ce mot, donc, c'est deux mots en grec. Ménos, qui correspond au mois, la menstrue. Tous les 28 jours, on avait les règles, donc moi menstrue. Et le mot latin, ensuite posis, arrêt, c'est je cesse, je finis, je termine. Donc c'est devenu ce joli mot. Alors, on peut y aller clic. Alors, notre petit Charles. Notez bien que je suis allée chercher la seule image qui existe de lui. Je vais vous raconter, j'insiste, parce que voilà, je pense que je suis la seule à l'avoir à la BNF l'année dernière. Donc, c'est Non sans émotion que je vous présente Charlie. Fils de Charles de Gardanne. Donc, en fait, il fait partie d'une famille de médecins et son père déjà s'intéressait aux maladies vénériennes. Donc, il y avait déjà quand même un petit sujet dans la famille. Il appartient à une dynastie médicale qui était déjà illustre sous l'Ancien Régime. Alors ça, moi, je ne vais pas rentrer dans tout le contexte historique, on n'a malheureusement pas le temps, mais c'est très important parce que les médecins, ce n'était pas n'importe qui. Il a passé sa thèse avec de très très grands médecins. La ménopause, donc ce dont je vais parler aujourd'hui, est issu donc de sa thèse. Quand il a écrit sa thèse, c'était un très jeune homme. Il avait à peu près 20-21 ans. Il est hérité du siècle des Lumières. Et à la base, il est en marge vraiment du monde hospitalier. Il a eu vraiment une croissance en 15 ans. Et je dis il a eu une croissance en 15 ans parce que malheureusement, il est mort très jeune. Il est mort à 37 ans. Voilà. Il fait partie de l'élite médicale parisienne et il fréquente le Paris mondain et philanthropique de l'époque. Et je vais vous expliquer pourquoi. Notez que ce dessin, je ne sais pas comment vous le trouvez, mais il est magnifique. Et en fait, il est fait par un très grand artiste qui était son beau-frère. Voilà, le beau-frère. Alors là, je vous ai restitué un peu la famille. Nicolas Marie, c'est le beau-père de Charles de Gardanne. Vous avez Pamela, qui est la fille de Charles de Gardanne, Madame Gâteau, qui est donc la femme de Nicolas Marie, et Édouard, qui a dessiné, Édouard qui est là, voilà, a reconstitué je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais en fait, en tout cas, c'est Édouard qui a fait ce dessin. J'insiste beaucoup sur ce sujet parce qu'en fait, Édouard était donc un médaillé graveur qui a eu la Légion d'honneur, etc. Très, très coté. On trouve même une statue. Il a fait une statue d'une reine au Jardin du Luxembourg. Voilà. Et
Et donc, voilà, je vous parle d'Édouard et de cette famille parce qu'il tenait ce salon. Et donc, tout ça m'a fait vraiment subodorer au moment où j'ai commencé à m'intéresser à Charles de Gardanne, qu'il observait les femmes vraiment de manière très sensitive. Édouard, son meilleur ami, c'était Ingres. Donc en fait, ils étaient vraiment dans un univers très très sensible. Voilà. C'est important à dire, hein. C'était pas n'importe quel médecin non plus. Clic, clic. Et là, je vous ressors notamment Les Illusions perdues, 1820. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu au cinéma. Voilà. Si vous l'avez vu au cinéma, c'est vraiment un film qui sort de la période de Charles de Gardanne. J'étais assez interpellée parce que la marquise, en fait, qui est Jeanne Balibar dans le film, est beaucoup plus jeune dans le livre, en réalité. Si vous regardez le film à nouveau, regardez bien Jeanne Balibar, parce qu'elle est habillée comme une femme c'est une femme de 50 ans qui est habillée comme une femme de 25. C'est assez intéressant. Mais regardez à ce moment-là comment les femmes étaient habillées à cette époque. Et dites-vous que Charles de Gardanne était quelqu'un qui voyait ces femmes-là, puisque ces salons-là, c'est les salons qu'il fréquentait à l'époque. Donc, voilà, là, je vous ai décrit le mot, tout à l'heure. Donc, c'est un mot froid, effectivement, et médical. Et pourquoi il a créé le mot ? Parce que là, aujourd'hui, quand même, quand on entend le mot, tout le monde flippe en entendant le mot. On se dit, putain, ménopause, bonjour le bordel, vaut mieux que je me casse. Lui, en fait, il a créé le mot parce qu'à l'époque, il y avait des mots qui étaient encore pires, qui étaient utilisés. Alors, ces mots-là, donc là, il a expliqué pourquoi il a créé ce mot. Donc, les mots, c'était temps critique, époque critique, âge de retour, retour d'âge, verte vieillesse, enfer des femmes. Là, il s'est dit, il faut quand même que je les rassure un peu et que je trouve quelque chose qui soit effectivement médical, factuel, mais qui pose le cadre et qui arrête de les faire flipper. 200 ans après, on est toujours en flip. Donc là, tout à l'heure, Daniel vous a expliqué ce qu'était l'âge critique. Donc effectivement, à l'époque, on se référait à cette notion pythagoricienne qui était l'âge critique. Donc à 49 ans, notamment, la perte chez la femme de la faculté de concevoir, la ménopause. Donc c'est pour ça qu'en fait, il s'appuyait là-dessus. Alors, zoom sur 1821, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je me suis intéressée vraiment à Charles ? En fait, j'ai pris son livre. Comment ça s'est passé ? En fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis rendu compte que plusieurs, notamment Daniel et des sociologues, etc., à chaque fois, quand ils expliquaient comment le mot ménopause avait été créé, à chaque fois, c'était Charles de Gardanne qui ressortait. Alors, je me suis retrouvée un peu comme si j'étais en soirée et que j'avais des copines qui me disaient « Tu connais pas Charles, tu connais pas Charles, tu connais pas Charles, faut que tu connaisses Charles ». Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée prendre son bouquin et j'ai commencé à plonger dedans. Là, je me suis rendu compte, le bouquin, il fait quand même 424 pages. C'est un homme qui a passé d'abord une thèse, etc., et qui a sorti 424 pages sur la ménopause. Vous allez peut-être me dire, qu'est-ce qu'il a pu foutre sur 424 pages sur la ménopause ? Donc, je vais vous l'expliquer. Le livre, il a été fait en 3 parties. La première partie, c'est toute la partie anatomie, donc ce qu'on savait à l'époque, c'est un peu ce que je vais vous raconter. La deuxième partie, comme c'était un médecin hygiéniste du 19e siècle, il a expliqué toutes les règles d'hygiène que la femme doit vraiment tenir à ce moment-là. Et la troisième partie, c'est toutes les maladies en fait, que lui avait répertoriées comme faisant partie de la ménopause, qu'il avait découvert comme ce nouveau champ qui était la ménopause, égale 424 pages. C'est énorme. La partie la plus intéressante pour moi, ça a été bien sûr la partie du milieu, la partie des règles d'hygiène, parce que finalement, vous allez le voir au fur et à mesure, déjà on va avoir des pépites, mais c'est surtout que, aussi quelque part des témoignages, mais aussi et surtout une vision holistique de la ménopause. Donc c'est là où j'ai commencé à être rassurée, à me dire, il y a peut-être 200 ans, mais en tout cas, je ne suis pas la seule folle dans le périmètre. Donc le point de départ de la ménopause, voilà pour vous dire, et c'est un peu ce que Daniel vous a dit tout à l'heure, c'est que tout était circonscrit dans l'utérus, c'est ce qu'ils pensaient à l'époque parce qu'ils n'avaient pas non plus la connaissance des ovaires, etc. Et on était loin aussi de la connaissance de l'hormone. Ils pensaient qu'effectivement tout était circonscrit dans l'utérus, et puis tout d'un coup, le sang, il ne s'évacuait plus. Donc à partir du moment où le sang ne s'évacue plus, c'est un peu spécial, c'est bizarre, et donc ça commence à devenir dangereux. Donc la seule chose qu'on pouvait prévoir à ce moment-là pour pouvoir faire en sorte de soigner la ménopause, c'était la saignée, les applications de sangsue à la vulve et la scarification. C'était super canon comme traitement. Alors, à l'époque, donc oui, j'ai choisi quand même des œuvres d'art assez significatives pour vous montrer aussi comment les femmes étaient représentées, parce que c'est important. La femme avait quelques ressemblances avec l'homme pour le physique,
Mais bon, la pauvre, elle devenait morose, inquiète, taciturne, elle a perdu tous les charmes, etc. Elle se peint de couleurs tristes, elle regrette toutes les jouissances qui ne sont plus de son âge. Enfin bon, bref, la pauvre, c'est mortel. Alors, les traits du physique qui s'affaissent. Donc là, je vous ai choisi spécialement ce tableau de Klimt, donc des 3 âges de la femme, pour voir effectivement qu'on a les mamelles, etc. Donc c'est une représentation qui est vraiment très dure. Et ce qu'on ne pouvait plus porter. Donc quand je vous dis qu'en fait, il s'était intéressé à la totalité du chant au féminin, il explique en fait que les femmes, puisque à l'époque, un peu avant au moment de la Révolution, alors c'est pas vraiment valable à l'époque où il écrit, parce qu'à l'époque où il écrit, les femmes, elles portaient plutôt des robes empire comme ça. Avant, c'était vraiment une époque très corsetée, et même après sa mort, ça a été une époque encore très corsetée. Et là, en fait, il met en garde les femmes en disant « Attention, il faut changer vraiment votre vêtement, la façon de vous vêtir, parce que si vous vous corsetez, vous allez encore plus vous comprimer, et c'est très dangereux pour vous. » Sauf que lui, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, les nanas, à partir du moment où elles commençaient à se corseter, elles allaient avoir des cancers. Donc, c'était un peu difficile. La sexualité qui devait se barrer aussi. Alors attention, Daniel l'a un peu expliqué ce matin, il fallait surtout pas que la femme puisse être désirable, etc. De toute façon, elle n'avait plus de sexualité, c'était fini, c'était au revoir. Et il avait déjà subodoré, mais bon, c'est assez comique dans le livre quand on le relit, mais qu'effectivement, l'aspect sensitif et émotionnel était impacté par la ménopause. Donc, il avait tout un tas de préconisations sur ce qu'on pouvait lire, regarder, ne plus lire, ne plus regarder, ne plus écouter, etc. Il préconisait certains romans qu'on avait le droit de lire, certains autres qu'on ne pouvait pas lire, parce qu'en fait, le problème, c'est que si on commençait à lire ou à retourner vers des endroits vers lesquels on avait été quand on avait été plus jeune, ça pouvait toucher la sensibilité, on pouvait se mettre à pleurer, enfin bon, bref, on ne pouvait plus aller dans certains théâtres, etc., écouter certaines musiques, parce qu'il avait compris que la sensibilité était touchée. Bon, c'est quand même une grosse claque. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même un peu l'enfer. Donc pourquoi est-ce que c'était aussi dramatique la ménopause au moment où elle a été finalement décrite quelque part ? Là, ça, c'est Daniel qui nous a gentiment expliqué ça. Donc, c'est la Révolution française et l'Empire qui a accru cette inégalité entre les hommes et les femmes. Le Code civil qui prive la femme des droits considérés pourtant comme naturels. Et le point le plus important pour moi était qu'effectivement, à la ménopause, la femme devait se retirer du champ parce que la semence de l'homme devait être conservée pour pouvoir continuer à procréer. Donc, il ne fallait surtout pas qu'elle puisse susciter le désir auprès de l'homme. Voilà, le médecin conseille de se limiter à un orgasme toutes les 3 semaines, voire de cesser tout rapport après 50 ans. Voilà, donc c'est ce que je vous dis, c'était un peu la galère. Donc moi, c'est ce que j'ai inventé. Bonjour, la mamie 3C, comptine confiture cheminée, elle était mise au rebut. J'ai inventé ça spécifiquement après la lecture du livre de Michel Perrault sur le 19e siècle, parce que comme j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai voulu savoir un peu historiquement quels étaient les autres points de vue. Et en fait, effectivement, Michel Perrault explique que la grand-mère, à ce moment-là, puisque ça y est, 45, 49, on commençait vraiment à être mamie, le rôle de la grand-mère était un rôle de transmission et qu'elle était là pour transmettre justement l'histoire familiale, etc. Et donc, par le biais des comptines, moi, je les imaginais en train de tricoter auprès de la cheminée. C'était un peu ça. Il y a une chose qui est assez intéressante à dire par rapport à ce que disait Thelma tout à l'heure. Effectivement, et c'est normal que Thelma ait eu l'imaginaire de se dire qu'il y a 200 ans, les femmes, les pauvres, elles étaient mortes, donc elles n'allaient pas être ménopausées. Et justement, il y a 200 ans, pourquoi est-ce que Charles de Gardanne a commencé à étudier la ménopause ? D'abord, ça n'a pas été le médecin français, mais ça a été lui qui a eu vraiment le courage déjà de mettre un mot et vraiment de créer cet univers, si je puis dire, impitoyable. C'est qu'en fait, à ce moment-là, il y a eu un allongement de l'espérance de vie, exactement comme maintenant, qui s'est opéré notamment sur les femmes. Tout ça parce que c'est une époque aussi où il y a eu la révolution industrielle, etc. Elles avaient de meilleures conditions de vie que le siècle précédent. Et donc, du coup, les femmes ont vécu plus longtemps. Mais dans son livre notamment, on a beaucoup de témoignages, même sur ce qu'était la ménopause précoce, etc. Il y avait vraiment en tout cas des témoins, voilà, un terreau, une matière. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé mon mot. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Parce qu'après tout, on va se dire, ça c'était des images un peu anciennes, est-ce qu'on en est toujours là aujourd'hui ou est-ce qu'on a un peu dépassé le périmètre ?
t'es bien dans le clic-clic, hein, j'ai même pas besoin de te le dire. Alors aujourd'hui, donc, on a parlé un peu de tout ça aussi, un nouvel imaginaire créatif qui a été mis en exergue grâce au mouvement MeToo et à cette jeunesse qui est hyper là pour remuer un peu toute la vision qu'on peut avoir, notamment sur les règles, très empowerment, etc., qui nous permet de, je dirais, et le mouvement body positive aussi, qui nous permet vraiment de reprendre le champ, de reprendre le lead, de reprendre la parole, et aussi de mettre l'intime sur la table, si je puis dire. Parce que, en fait, la ménopause, c'est Anna qui disait ça ce matin, d'abord était un impensé, là, on commence à la penser, et ensuite, on n'en parlait que d'une manière très froide, très factuelle, qu'avec des symptômes, etc. Là, aujourd'hui, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé le débat. J'ai mis l'intimité, donc j'ai posé le ressenti, l'intimité, voilà, sur la table. What else? Creativity is calling. Voilà, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Je réponds un peu à Charles aujourd'hui qui nous disait sur la perte des charmes, rappelez-vous, voilà des images que je vous avais laissées. Là, on voit des femmes qui, au contraire, sont hyper... alors, ce sont des images en grande partie chopées sur Instagram. C'est important Instagram parce que ça nous permet de nous encoder, de nous engrammer des images positives. Donc on va voir le côté positif du réseau social. Donc des femmes qui sont très colorées, qui osent, etc. C'est pas forcément une question d'argent, parce que je pense à Isabelle en l'occurrence qui a dû s'habiller là avec des vêtements peut-être même assez vintage, etc. Mais c'est une question d'attitude où hop, là quand on est dans la vie, on est dans la couleur, on est dans la joie, voilà. Donc la perte des charmes, je suis pas si sûre. Voilà, je vous interrogerai après, mais... Alors, du physique qui s'affaisse, là je reprends une campagne que vous avez peut-être tous vue cette année, sur de la publicité d'Argeline qui a fait beaucoup de bruit. Donc Caroline, elle a 62 ans là aujourd'hui. Je pense à ça parce que justement, c'est typiquement une question qui s'est posée. Est-ce qu'elle a un physique qui s'affaisse ou est-ce qu'elle est appétissante? En tout cas, est-ce qu'elle libère le champ? Dans tous les cas, elle est body positive. Et puis, elle ose se montrer partout comme ça en lingerie. Voilà, c'est pas rien. Je vous parlais du corset tout à l'heure, c'est pas rien. De ce que l'on ne peut plus porter, bon, je mets forcément Monica parce que voilà, comme si c'était ma copine, hein, remarquez. Parce que là, Monica m'a dit, on est allé hier faire du shopping, qu'en fait, elle pouvait mettre tout ce qu'elle voulait. La sexualité qui s'évapore, et là, c'est vraiment une amie à moi, Sybille, qui est mannequin et qui, voilà, aujourd'hui sur Instagram, on voit ces femmes. Typiquement, elle a un peu plus de 50 ans, Sybille, on y va, quoi, il n'y a pas de problème. De ce que l'on ne peut plus lire, regarder, écouter. Alors, là, c'est une image d'une femme qui est très activiste sur la ménopause en Angleterre, qui s'appelle Meg Matthews. J'ai choisi cette photo-là, elle est là, la Meg, et à côté, c'est sa fille, parce qu'en fait, Meg, c'est tout simplement la femme de Noel Gallagher, qui était l'ex... fondateur du groupe Oasis. Donc, comment vous dire que c'est une fêtarde invétérée, qu'elle a tout vécu, tout fait, etc., qu'elle continue. Et donc, je me posais la question, en fait, en écrivant, à savoir, est-ce qu'elle, maintenant, elle écoutait simplement du Mozart ou des menuets? Est-ce qu'elle s'enfermait et ne retournait plus à Londres dans les clubs ou les endroits où elle avait été en étant jeune? Je ne suis pas certaine. Certes, peut-être que les choses peuvent un peu changer pour nous et qu'on a besoin de plus de calme, mais on continue quand même à être dans la vie, clairement. Voilà, alors physiologiquement, je vais y aller vite, parce que là, Thelma nous a super bien expliqué les choses sur ce qu'était exactement que la ménopause, donc on peut balayer, c'est un phénomène en cascade, le climatéaire, tout ça, t'as bien expliqué. Alors, peut-être pas, parce que là, on va reparler des signes. Voilà, les plus famous, donc voilà, que j'ai classé, donc toutes ces choses-là, justement, dont on n'entend pas forcément parler. Donc tu peux y aller balayer quand tu veux. Les picotements, voilà, tout ça, les problèmes digestifs, la bouche brûlante, je ne sais pas pourquoi ça a sauté comme ça, hein, les battements cardiaques, l'ostéoporose, les allergies, ballonnements, enfin tout ça super sympa. Et voilà la façon comment on va pouvoir aujourd'hui nous accompagner, nous soulager, je ne sais pas quel terme tu dirais Thelma, mais en tout cas voilà, faire en sorte qu'on soit hyper dans le... Il y a le THS, donc qui est le traitement hormonal substitutif de la ménopause qu'on donne pour les... Alors, c'est pas la même chose THS et THM, mais moi, je suis pas médecin. Mais THS, c'est quelque chose qu'on donne pour la femme avant 40 ans.
THM, c'est le traitement hormonal de la ménopause, donc tellement on a bien parlé. Et d'autres solutions qui existent, qui sont des solutions dites alternatives. Donc, est-ce que c'est encore un drama ? Déjà, je vous poserai la question à la fin, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, autre chose sur les... Effectivement, puisque là, je suis allée en plus sur une vision un peu plus loin que focus sur mon Super Charles. Sur Instagram, les femmes sont de plus en plus représentées. Donc, on a parlé de Sophie, Monica, ma copine, Sandrine, mon autre copine qui habite à côté de chez moi. Au théâtre, les humoristes la racontent. Donc Blanche Gardin, vous l'avez vue ou pas, Bonne Nuit Blanche ? Ouais ? Non, c'est énorme, franchement. Alors les séries, de plus en plus de séries. Donc j'ai essayé vraiment de regarder celle qui me semblait le plus représentative. Je sais pas, il y en a une dont personne ne parle en règle générale, qui est une série géniale et qui a gagné pas mal de prix. C'est Mare of Easttown. Est-ce que quelqu'un l'a vue ? Bon, elle est canon. Et en général, quand on parle de la ménopause, personne n'imagine et personne parle de Mère. Mais Mère, c'est un personnage tellement important parce que là, elle a 50 ans. Bon, elle a un job, elle est commissaire de police. Elle a un sujet, c'est juste du délire, son histoire. Elle est dans une petite ville. Elle est justement très masculinisée parce que, voilà, d'abord, elle doit avoir des couilles pour son boulot, il n'y a pas d'autre mot. Mais elle rencontre quand même quelqu'un. Il y a toute la problématique de la mère à la maison, la problématique de la famille très difficile, de la fille qui veut partir et tout. Elle c'est une sacrée représentante de ce moment de vie. Bon, les films. Alors, ouais, il y a un truc qui est très important parce que tout à l'heure, on a parlé de la ménopause. Enfin, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de ménopause. Daniel a un peu parlé effectivement de la campagne dans le métro là tout à l'heure. Et moi, je me disais, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la ménopause, une façon assez intéressante de pouvoir se projeter aussi dans cet avenir qui peut nous faire peur, c'est de regarder un peu ce qui se passe chez nos mères, ou enfin à l'étage du dessus, si je puis dire. Et là, j'ai vu qu'il y avait aussi une ouverture, une prise de parole, notamment l'année dernière avec Nona et ses filles, le film Rose et les jeunes amants, qui donnent aussi des nanas bien trempées. Donc, le fait d'avoir tous ces rôles modèles-là qui commencent à émerger me fait, moi, sourire. En tout cas, me met en joie. Alors ça, c'était assez rigolo aussi, les illustratrices de 40 ans qui commencent à s'exprimer aussi, avec beaucoup d'humour. Et donc, j'ai réinventé aujourd'hui la mamie 3C qui est complice, captive et coquine, et qui est mise ou qui se met toute seule sur le devant de la scène parce que finalement, elle a besoin de personne, c'est une badass. Alors, les prises de parole se multiplient. Donc, on a parlé de Gillian Anderson pour le newsletter, Michelle Obama, Salma Hayek, etc. Et puis, Naomi Watts. Les podcasts aussi, donc on commence à en avoir de plus en plus. Et les livres, dont vous en avez vu un certain nombre tout à l'heure. Brut Combini, on commence à parler de plus en plus. Les marques Camille qui nous parlent, notamment Millet, mais je parle aussi de Primark là, qui vient de lancer une... Alors il y a Naomi, là, vous voyez tout le nombre de copines que j'ai, franchement, c'est une trop classe. Primark, là, qui vient de lancer toute une gamme pour prévenir les bouffées de chaleur, etc. Il n'y a pas que Primark, il y a des choses qui vont arriver pour réguler la transpiration. Et Naomi Watts, qui lance là dans 2 jours I Am Stripes. Alors, je parle de tout ça parce que ça m'émeut beaucoup, parce que quand j'ai lu Charles, et Dieu sait que j'ai lu beaucoup de fois Charles, et je continue à le lire, en fait, tout ce qui concernait la transpiration, il l'avait déjà proposé. Tout l'accompagnement, beauté, etc., tout ce qu'on devait faire, il l'avait déjà entrevu. Et je me dis, enfin, on arrive 200 ans après avec une réponse sur des choses, c'est incroyable, parce que c'était un médecin, mais il n'a pas interrogé. Bien sûr, c'était un médecin hygiéniste, c'était leur rôle de donner les règles d'hygiène à ce moment-là. Mais c'est vraiment un médecin qui a interrogé tout ce que je suis en train de vous montrer là aujourd'hui. Je me pose tous les jours la question de savoir, ok, il serait à côté de moi aujourd'hui déjà, j'espère qu'il serait content de ce que je dis, mais c'est surtout que qu'est-ce qu'il verrait pour dans 200 ans plus tard, parce qu'il était tellement visionnaire avec tellement de réponses, ça me surprend vraiment. Mais en tout cas, tous ces aspects ont été abordés dans son livre. La ménopause, donc du coup, je vous pose la question, symptômes aux nouvelles féminités. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on a dit aussi tout à l'heure. Moi, j'ai surtout remarqué en observant, à partir du moment où je suis née jusqu'à aujourd'hui, là je vais avoir 54 ans, dans 1 mois et demi,
que tout avait complètement changé sur notre façon de vivre notre vie, mais aussi qu'aujourd'hui on pouvait décider d'être mère ou de ne pas être mère. On peut décider de se marier ou de ne pas se marier, on peut se paxer, on peut vivre un couple homo, on peut changer de genre, les femmes peuvent geler les ovocytes, retarder l'arrivée de la ménopause. Ça, ce sont des études et il y a un champ qui est ouvert à ce sujet. On peut donner naissance tardivement, voire très tardivement. On peut adopter, on peut avoir recours à la PMA, on peut tout faire. Et du coup, à 50 ans, ce schéma familial qui avait été dessiné notamment par Charles, puisque c'est un schéma tout à fait patriarcal, est complètement explosé. Bon, l'allongement de l'espérance de vie, donc ça c'est exactement comme au 19e. Les femmes peuvent décider de vivre en couple, voilà, c'est ce que j'ai dit, le mariage. Alors ça explose, hein, l'histoire du mariage, ça explose complètement notre code civil de Napoléon. Voilà, on en est loin, quoi. La question posée, donc comment peut-on accepter au regard de ce qui vient d'être dit que la vision de la ménopause aujourd'hui puisse être la même qu'elle a été il y a 200 ans, avec tous ces tabous et ces stigmates. Voilà, ça c'est vraiment une question que je vous pose. Est-ce que la place de la femme, c'est toujours à rester au foyer ou pas ? Voilà. Et je dis, donc, quand on se représente la ménopause, on ne visualise que ses conséquences physiques et psychologiques. Alors, effectivement, c'est ce qu'on disait ce matin. D'abord, on tait tout ça, parce que les femmes ne sont pas préparées. Et comme c'est pas pensé, on ne se le pense pas, on ne s'autorise pas. Et ensuite, on n'en parle pas, parce que quand même, ces signes, c'est pas genre, on se dit pas coucou, tu sais quoi j'ai trop chaud, je baisse plus, il se passe plus rien, j'ai ces doris dans ma tête. Ça, en général, c'est pas des sujets qu'on aborde facilement. Enfin, on s'en sert à dépens, voilà, et c'est ça qui fait que effectivement les femmes continuent à être mises au rebut, en tout cas être invisibilisées. Voilà. C'est cette vision qu'il faut éclater pour offrir un nouveau regard, un nouveau souffle, voilà, not dead yet, et une prise en charge optimale et une nouvelle féminité, parce que voilà, à 50 ans, c'est loin d'être fini. Voilà, utilisez votre voix, allez-y. Et voilà. Ouais. Ah oui, ça tu l'as, moi je l'avais enlevé, mais bon. Ça. C'est la partie 2 de mon futur. Vous l'avez un peu dévoilé, mais voilà. J'en ai fait un livre, hein. Tout ça c'est en partie dans le livre, c'est une partie finalement des recherches, je dirais, et j'ai interrogé sur chacun des points que j'ai extraits du livre qui me semblaient importants, j'ai interrogé des experts, des médecins, etc., pour voir s'ils voyaient la même chose que moi. Je les ai bien emmerdés, et c'était assez intéressant. Pas de questions ? Oui, oui. Oui. Vidéo avant que sa propriétaire nous le reprenne. Voilà. J'ai de la chance, j'ai pas de questions, c'est super. Pas de petites questions ? Si, je voudrais dire un truc. En fait, je m'aperçois comme c'est fou qu'on ait à ce point besoin de représentation, de modèles, fût-il positivement, positif dans la vieillesse. À chaque fois, on nous renvoie, et on en a besoin, j'en prends acte, de ces autres modèles, on va dire, alternatifs. Mais en même temps, moi je me demande si le fond du problème, c'est pas de se libérer des modèles, justement, et d'essayer d'accéder à autre chose, quoi, c'est-à-dire à ce qu'on est, comme on est, et d'arrêter d'être référé toujours à des modèles. En fait, moi, je ne me suis pas posé tant à la base la question du modèle. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu cette ménopause artificielle, et en même temps, moi, je suis à mon compte et je travaille dans le milieu de la beauté, de la santé, etc., et de la forme. Et là, je me suis retrouvée avec une grosse perte de clientèle, si je puis dire, parce que je parlais plus millennials.
Et ce dont je me suis rendu compte, c'est là où j'ai commencé vraiment à écrire pour savoir, ok, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je ressens. Et j'ai commencé à regarder, justement, interroger, est-ce qu'il y a une vision? Est-ce que quelque part il y a un langage? Pourquoi j'ai pas de vocabulaire? En fait, finalement, pourquoi j'ai l'impression d'être seule dans un no man's land avec une langue qui n'est pas parlée, quelque chose qui n'est pas transmis, et pas de repères de choses positives qui puissent me dire, non mais en fait c'est cool, pourquoi on doit me mettre dans un tel drama? Et c'est là où le modèle, quelque part, c'est un peu comme si vous arriviez toute seule dans un pays et que vous trouviez personne qui parle votre langue autour de vous. C'est plutôt ça, pour moi, la recherche du modèle, c'est de voir, ok, je peux me référer à quelque chose qui me ressemble, plutôt que voir à chaque fois qu'on va représenter la ménopause, ce sont des images altérées, froides, etc. C'est plutôt ça, c'est quelque chose de... Comme si ça frayait un peu en chemin. C'est pas que j'ai besoin de ressembler à Monica, parce que je vous le dis, scoop, je lui ressemblerai jamais. Donc voilà. Quoique oui, merci, c'est genre... Ouais, je suis pas trop loin, c'est vrai, ouais, voilà. Mais du coup, c'est plutôt ça, c'est... plus on va être ensemble, plus on va être nombreuses, plus les voix vont être prises, plus on va être représentées, plus on va se voir aussi dans ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut vivre. Et voilà, et ben plus on va se dire, on va pouvoir passer tranquillement les étapes. Un besoin d'appartenance, ouais, voilà. Parce qu'au moment où ça arrive, moi je parle de ça, les recherches que j'ai commencé à faire, c'était il y a 6 ans. Hein. Je parle de ça. Là, ça commence à peine à émerger. On commence à avoir de plus en plus de repères dans les séries et de prises de parole. Mais moi, je me disais, mais en fait, plus personne ne me parle, il n'y a plus rien, quoi. Et à chaque fois, même au niveau de la beauté, etc., c'était toujours peau mature, l'anti-âge. Non, on n'est pas anti-âge. Moi, je suis avec l'âge, je ne suis pas contre. Enfin, il y avait plein de choses. Tout était dramatisé, en tout cas, pas adressé, comme on dit. Et c'est là où, pour moi, l'importance du rôle modèle, enfin, le modèle donne un sens quelque part, quoi, une route. Je crois que j'ai eu un sujet trop... soit je vous ai foutu les boules. Non, moi j'ai trouvé ça super intéressant. J'étais un peu sceptique sur l'intitulé au départ, je trouvais ça vraiment passionnant. Non, moi je pense que la vie est faite de modèles, on grandit là-dedans, et même si nous toutes là, on est en âge effectivement de pouvoir s'émanciper du modèle, c'est pas facile, mais on pourrait peut-être être à cet âge-là. Moi quand je vois ça, je pense toujours aux gamines, quand on est petite fille ou quand on est petit garçon, on est dans le mimétisme, on est dans le modèle. Et moi, j'y pense en ce moment quand je suis dans le métro et que je vois des femmes comme celles que vous avez montrées de 70 ans avec des t-shirts ultra badass, des trucs hyper branchés, trop beaux, ou que je vois des gens de 80 ans s'embrasser, où les nanas sont magnifiques. Je pense à la petite fille qui se dit, mais ok, je peux être comme ça aussi après. Voilà. Et moi, ça, je trouve que c'est hyper important. Hyper fort. À cet âge-là, on a besoin de modèles plus qu'encore nous, quoi. Ouais. Je suis contente d'avoir relevé le défi du scepticisme du début. Et juste pour enchaîner, parce que moi je me rappelle de ça, c'était Eva Joly. C'est toi qui parles, je me disais. Ouais. C'était Eva Joly qui avait parlé de sa ménopause. C'était une des premières femmes publiques françaises à parler de sa ménopause. Et j'avais été hyper touchée de la façon dont elle en parlait, parce qu'elle était très courageuse. C'était quoi, il y a 15 ans, ça se disait pas, quoi. C'était quasiment interdit. Et je me suis dit, mais la classe, quoi. Ouais. Eva Joly, c'est pas un modèle typique non plus, c'est pas Monica, quoi. Et je me suis dit, mais si. Mais Monica, elle en parle pas tant. Moi, je veux bien finir comme Eva Joly, quoi. C'est un modèle qui me convient, moi. Je pense que se projeter, c'est important aussi de se dire, y a pas, on n'est pas obligé de se finir en vieille dame voûtée, triste, passive, à faire à manger pour les petits enfants, quoi. Donc, il y a aussi une autre façon de faire. Et je trouvais ça, je me suis dit, mais cette femme qui parle de sa ménopause, elle a fait 3% aux élections, mais non, mais c'est pas grave. Elle a quand même osé, elle y est allée, et à parler d'elle-même. Honnêtement, c'est important de se projeter quand on n'a pas quand on ne sait pas où on va, quoi. Et de se dire, ben voilà, ce modèle-là, moi, il me convient. Je ressemblerai jamais à Eva Joly, mais psychiquement, je trouvais que c'est intéressant. C'est pas, je pense que dans l'idée de modèle, c'est pas qu'une idée de modèle de corps. C'est une modèle aussi de façon d'être. La vieille la dame, je ne sais plus son nom, hein, parce que je ne regarde plus la télé, mais il y a une dizaine d'années peut-être, 5 ans, enfin j'en sais plus, il y avait une dame assez âgée qui disait je ne serai jamais jolie, mais j'ai la classe, quoi. C'est Iris Apfel. Ouais, et je trouvais ça mais trop bien, quoi. Et elle savait. Et effectivement, elle a la méga classe. Et tu te dis, bah ouais, ok, je ne suis pas foutue, quoi. Et je trouve que c'est important
d'avoir ça. Ça peut donner en fait des pistes pour aller vers l'audace. Alors, ouais, je t'ai vu. Ouais. Oui, c'est pas forcément que des projections pour se dire ah bah tiens, ça me donne du courage parce que peut-être que dans 10 ans, machin. Je trouve qu'il y a un truc qui s'est passé là il n'y a pas longtemps, donc sur ce fameux mannequin que vous avez vu tout à l'heure, donc Ida, qui est un mannequin de 63 ans et qui a fait donc la campagne d'Argeline, qui a été quand même très mal reçue, faut le savoir. Enfin, c'est-à-dire que à la fois c'est un peu comme Eva Joly, c'est hyper courageux, mais il y a eu des gens, ça a été, c'est horrible, c'est moche, comment on peut se montrer comme ça. Enfin bref, il y a eu tout ça. Et ce que je trouve fou. Parce que moi-même, j'ai pas pensé c'est moche, c'est horrible, mais quand je l'ai vu, on est saisi parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ces photos-là dans l'espace public. Et depuis, je la suis sur Instagram et ce que je trouve fou, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elle est plus âgée que moi puisqu'elle a donc 63 ans, je crois. Et là, elle a fait, elle sillonne partout dans la France pour essayer de changer le regard aussi sur la vieillesse. Et la dernière fois, je me suis surpris à vouloir sa robe. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien regarder la mode, etc. Et la dernière fois, c'était elle, mon modèle. Et quand je l'ai vue dans sa robe de soirée, je me suis dit, la vache, moi, j'aimerais bien avoir cette robe. Et je pense que le fait que ça se passe dans ce sens-là, en tout cas, moi, personnellement, ça m'était jamais arrivé. Et je pense, encore une fois, en tant que sémiologue, que c'est un signe. C'est-à-dire qu'il y a des... Comme vous le disiez, c'est aussi parfois une attitude. Et en effet, on ne devrait pas se réfugier que dans des représentations, mais je tiens à dire quand même que c'est aussi parce qu'on n'en avait pas. Donc jusqu'alors, et je pense qu'en effet, c'est un peu comme quand on dit... c'est un autre problème, mais pour la diversité, par exemple, oui, mais il y a aussi des gens qui sont nulle part. Donc, à un moment donné, les faire figurer quelque part, c'est aussi les faire exister. Et c'est vrai que ce qui serait chouette dans l'avenir, c'est qu'on n'ait pas besoin de modèles, mais parce que justement, il y aura tellement de représentations qu'au final, on n'aura plus besoin au sens du modèle type, celui peut-être qui enferme à un moment donné. On aura peut-être plein de modèles, en fait. Voilà, sauf que là, comme il n'y a rien... Voilà. Bon. Ah ben non. C'est cette robe verte. Voilà. Tu la porteras pas comme elle. Et vous aussi, vous l'avez trouvé bien, Je l'ai trouvée sympa. voilà. La question, un nouveau livre en vue peut-être. On va passer à Maya. Peut-être un nouveau livre. Peut-être. Voilà, je passe à Maya. Merci. Ah oui. Non, voilà, c'est pas grave, je vais rester là. Je suis bien là. Combien de femmes ont estimé que leurs symptômes de périménopause ou de ménopause avaient un impact négatif sur leur carrière? C'est un chiffre à noter en pourcentage. Eh ben, attends. Si, non, c'est bon. Ah, une personne courageuse, 2. Petite tendance qui s'amorce. Est-ce que tout le monde c'est bon, a pu s'exprimer? Oui. Alors du coup, je vais laisser la parole à Maya. Celui-là, c'est pareil. Bon, voilà. Je vais poser mon sac, on dirait Bernadette. Alors, j'ai la lourde tâche de terminer cette journée, ménopause. On n'entend pas? Bon, on entend. Et j'ai pas tellement de bonnes nouvelles puisque le chiffre, c'est 99%. Voilà.
J'aurais voulu finir sur une note positive, mais bon, voilà. C'est une étude anglaise qui a été menée par le docteur Louise Newson. Peut-être certains qui s'intéressent à la ménopause connaissent son travail. Elle a une application qui s'appelle Balance sur la ménopause et que je recommande de suivre parce qu'on y a beaucoup d'informations. Les Anglais sont bien plus avancés que nous sur les questions de la ménopause, sur les aspects physiques, physiologiques, mais aussi psychologiques et aussi sur le travail, justement. Je vais revenir un petit peu en arrière. En fait, moi, je suis journaliste à la base. J'ai 52 ans. Je suis ménopausée aussi depuis peut-être 6 ans. Voilà. 3 ans sans traitement et un petit traitement après. Je vous raconterai peut-être pourquoi. Et je vais vous parler de ménopause au travail, pas vraiment avec des chiffres et pas vraiment avec des études et des slides. J'ai rien préparé à part mon petit iPhone et je mettrai mes lunettes de temps en temps parce que j'y vois rien. Mais effectivement, se pose la question des représentations de la ménopause au travail et de la réalité de la ménopause au travail. Pas seulement les représentations, mais c'est tout à fait lié. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la presse féminine. C'est une presse particulière qui est à la fois engagée féministe et en même temps, paradoxalement, c'est une presse aussi où les injonctions à la beauté, à la mode, et ça va peut-être rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, sont très fortes. C'est-à-dire qu'on est tout à fait prêt à parler de ménopause à la cafétéria quand on a 30 ans, beaucoup moins quand on en a 50. Et oui, le regard des gens change quand vous entrez en ménopause. Vous pouvez choisir de ne pas le dire. Il y a une étude française, la seule qui est parue, qui a été faite par MGEN et Quanta, qui expliquait que seulement 12% des femmes avouaient qu'elles étaient en ménopause ou préménopause, et je dis bien le terme avouer, à leur travail, parce que 60% d'entre elles ne veulent pas être stigmatisées. Donc voilà, ça en dit long, c'est totalement tabou. Et quand vous choisissez de le dire, y compris quand vous êtes dans un milieu féministe, féminin, où vous vous dites a priori je suis en sécurité, je vais le dire, ce qui m'est arrivé à moi, là c'est mon expérience personnelle. Je travaillais dans un magazine féminin et en plus un magazine inclusif, c'est-à-dire qu'on a été parmi les premiers à mettre en couverture des femmes racisées, j'ai imposé moi l'écriture inclusive, on a vraiment été sur tous les terrains de l'inclusivité. Eh bien, j'ai choisi de ne pas cacher que j'étais ménopausée. D'ailleurs, je trouve que c'est compliqué parce que les femmes parlent souvent de leurs règles et à partir du moment où les femmes parlent souvent de leurs règles, et ça, pour le coup, c'est plus un sujet tabou, quand vous en avez plus, c'est difficile de dire « Oh, non, moi aussi, je veux bien un tampon ». Non, j'en ai plus besoin en fait. Voilà. Donc les gens savent assez vite que vous êtes ménopausée et ça occasionne des petites vannes, des petites moqueries, des petites choses qui peuvent être comme ça anodines. Et d'ailleurs, on ne réalise pas à quel point ça peut faire du mal. On le réalise bien souvent plus tard. Donc moi, je travaillais avec un public, une rédaction où j'étais la plus âgée. Et ça posait absolument pas de problème. Mais quand même, j'ai vu à partir du moment où j'ai raconté ma ménopause, où j'en parlais autour de moi, parce que je trouvais que c'était aussi important d'en parler au public féminin qui m'entourait et qui est majoritaire dans la presse féminine, le sujet dérangeait, et 2, après, il y avait des petites moqueries, des petites vannes, des petites choses comme ça. Bon. Est-ce qu'il y a une réalité entre les représentations et la réalité ? Oui, je veux dire une corrélation. Il est vrai que, je ne vais pas reparler des représentations de la ménopause, vous en avez parlé ce matin, vous en avez parlé là en fin d'après-midi, mais ces représentations, on les subit quand on est ménopausé, mais on les a nous-mêmes de nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que quand on entre en ménopause, on a déjà ces représentations dans la tête, et on vit avec, et on a peur de ça, et parce qu'effectivement, c'est négatif. Donc, ça veut dire que quand on a 30, 40 ans, on n'a pas envie d'être concerné par la question, et on n'a pas envie... voilà, c'est compréhensible, en fait, qu'on ait un mécanisme de défense sur la ménopause.
Et là, c'est vraiment psychologique. Mais on a un mécanisme de défense. Ça, j'ai pu l'observer vraiment dans mon entourage. Tant que ça ne nous concerne pas et qu'on n'y est pas, on a ce mécanisme de défense qui fait qu'on n'est pas solidaire de la femme ménopausée, en fait, tout simplement. Donc voilà. Là où ça devient plus grave, c'est que la ménopause, c'est aussi une réalité au travail dans notre façon de vivre. C'est-à-dire qu'on dort moins bien, on peut avoir des bouffées de chaleur, on peut avoir une perte de concentration. Je vais vous citer un petit peu l'étude, là, juste les 99%. C'est une étude qui a été réalisée sur 4000 femmes et 59% d'entre elles se sont arrêtées à un moment ou à un autre à cause de leurs symptômes, 18% plus de 8 semaines d'affilée, 50% se sont résignées à prendre leur retraite ou envisager de la prendre. Et les raisons de tout ça sont qu'à 45%, elles ont eu un sentiment d'efficacité réduite, 7% de baisse de concentration et 26% de baisse de la qualité du travail. Donc ça, c'est la réalité. C'est vrai que c'est une phase de transition où on est moins efficace, et l'entourage le voit. Enfin, c'est pas systématique, encore une fois, c'est pas parce qu'on dessine le tableau que ça arrive, où on est peut-être moins concentré, où on est plus fatigué. Et au lieu d'en prendre compte et de nous aider, en fait, on se retrouve juste avec cette inefficacité qui est flagrante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, oui, j'étais moins motivée, oui, j'étais plus fatiguée, moins concentrée. Il se trouve que la personne que j'avais formée pendant 8 ans était probablement en train d'avoir un niveau supérieur au mien. Et c'est une réalité. Moi, j'étais à la ramasse, quoi. Et avec le cerveau ralenti, etc. Et qu'à un moment donné, je me suis retrouvée avec, quand le magazine a commencé à avoir des difficultés, avec, on a décidé de garder quelqu'un et puis c'est pas toi. Voilà. C'est-à-dire que pas de cadeau. Pas de cadeau pour cette phase qui est fragile, qui nous fragilise, qui nous vulnérabilise, et que d'un seul coup, on peut se retrouver complètement mise à la porte au sens propre et figuré. Donc, est-ce que c'est une fatalité ? Non, ça m'a permis de me réinventer. Bon, voilà. D'abord, j'ai refusé d'être licenciée, évidemment. Je n'allais pas me laisser faire comme ça. Mais surtout, je me suis dit, bon, oui, effectivement, je me remets en question, je suis un peu à la ramasse, donc je vais reprendre les études, comme ça, je vais un petit peu travailler ma plasticité neuronale, etc. Et du coup, j'ai commencé des études de psycho, je suis en 3e année de licence de psychologie maintenant. Et alors, je vais parler d'un autre... ça m'amène au deuxième point, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, et je vais travailler sur la ménopause. À chaque fois que on me demandera un devoir en cours, j'essaierai de le faire sur la ménopause. Voilà. Et on a eu un devoir à faire sur le travail, justement. Et je me suis dit, je vais faire ménopause et travail. Et là, j'ai beau chercher des études en France, j'ai beau chercher de la matière, j'ai beau chercher quelque chose, rien. Il n'y a rien. Il n'y a absolument aucune matière scientifique sur la ménopause et le travail en France. Il y a une étude, celle que je vous ai citée de la MGEN, et puis c'est tout, en fait. Donc il n'y a rien sur ça, il n'y a rien non plus... On a beaucoup parlé du top 5 des symptômes qui sont les sueurs nocturnes, les bouffées de chaleur, etc. Mais on ne parle pas ce qu'on appelle le brain fog, du déficit cognitif, des pertes de mémoire, du trouble de l'attention. Tout ça, c'est réel aussi, c'est transitoire, mais c'est réel. Donc, et on n'est pas accompagné. Là-dessus, on n'est absolument pas accompagné. D'ailleurs, en général, on se dit qu'on est en burn-out, qu'on est en dépression, qu'on est en... Mais voilà, 30% d'antidépresseurs sont prescrits alors que peut-être un THM pourrait suffire à rééquilibrer ça. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, pour ceux qui sont contre ce traitement. Et on n'est pas accompagné. Alors, il se trouve qu'en Angleterre, il y a un questionnaire de la ménopause avec à peu près 34 symptômes qui sont répertoriés, ou peut-être même plus. Et que du coup, ça permet aux femmes de dire « Ah bah oui, tiens, ça aussi, c'est peut-être la ménopause, en fait. » Il n'y a pas que le top 5 des symptômes.
il y a aussi le reste. Et ce questionnaire, eh bien souvent les femmes y ont accès, et notamment maintenant, grâce à, pour répondre à votre question tout à l'heure, par l'EMAS, c'est Menopause et Andropause Society Association, enfin je ne sais pas, qui met en place une consultation préménopausique à 40 ans. On en est très loin, nous, hein. On n'en parle pas, donc voilà. Là-bas, on en parle. Et eux communiquent à travers des affiches, Internet, aussi bien sur l'aspect du travail que sur les recommandations faites aux DRH et aux équipes et aux salariés par le biais des affiches, en demandant de la bienveillance, justement, pour les femmes ménopausées. Donc ça veut dire qu'on essaye de prendre tous les aspects en compte et de mettre des affiches qui leur disent voilà, vous êtes à proximité, vous pouvez être à proximité d'un point d'eau pour vous rafraîchir, vous pouvez vous isoler dans une salle quand vous avez un problème d'humeur ou vous sentez une bouffée de chaleur qui arrive. On peut leur éviter du stress, on peut aménager des horaires. Tout ça, c'est dans les recommandations de l'EMAS. Et effectivement, on réclame la bienveillance et l'indulgence pour pouvoir en parler, pour ne pas stigmatiser et que les femmes puissent dire qu'elles sont ménopausées et qu'à ce moment-là de leur vie, elles ont besoin de bienveillance, pas forcément de taquinerie, pas forcément de... Voilà. Donc ça, c'est ce qui se fait ailleurs. Le Canada est plus avancé aussi, enfin, surtout l'Angleterre et l'Écosse. Hein. Et nous, non, nous, il n'y a rien. Y a rien. Moi, je cherche des études. Là, par exemple, j'ai un devoir à faire. J'aimerais le faire aussi sur la ménopause et, par exemple, la dépression. Encore que sur la dépression et la ménopause, il y a de la matière. Mais il n'y a pas sur l'estime de soi, par exemple. Il n'y a pas d'essais qui ont été faits sur la ménopause et l'estime de soi. Il n'y a pas d'essais qui sont faits sur la ménopause et la prise de décision ou les troubles de la prise de décision. En fait, je n'ai pas de matière. Et à chaque fois, je me heurte à ne pas pouvoir faire ces devoirs parce que sans matière, on nous dit non, il faut de la littérature. Donc, c'est de la recherche pure. En fait, en France, on en est au stade à devoir faire de la recherche pure sur la ménopause et sur son impact psychologique. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire sur ce petit topo de fin de journée. J'espère avoir été assez courte. Est-ce qu'il y a des questions sur ménopause et travail? Peut-être on se connaît assez maintenant, après une journée entière, peut-être vous avez besoin de... Super, tout le monde est super fort et super fort. Une petite question suite à cette intervention? Bon, tout le monde est mort. Mais vous êtes... séquence cuite. Oui, une question. Merci pour tous ces échanges. Peut-être sans que ce soit une question qui appelle une réponse immédiate, mais une suggestion peut-être, et ça rejoint ce que vous disiez, Madame, tout à l'heure sur la sensibilisation au travail. Peut-être aussi avoir des communiqués plus spécifiquement sur ce que c'est qu'une discrimination au travail, parce que concrètement, aujourd'hui, en France, on en est encore très loin. Et la discrimination sur l'état de santé, sur l'âge, ça rejoint la ménopause, même si on a bien dit que la ménopause n'était pas une maladie, mais ça peut être en tout cas une porte d'entrée. Donc peut-être aussi communiquer plus concrètement sur cette discrimination, enfin sur cette double discrimination qui se rejoint, puisqu'aujourd'hui, voilà, il y a 25 critères de discrimination qui existent dans la loi et particulièrement au travail, et ça peut être effectivement l'occasion de faire de la sensibilisation sur ce sujet, comme on le fait aujourd'hui sur les règles, sur l'égalité femmes-hommes, sur l'orientation sexuelle, etc. Alors oui, justement, en France, ni l'Institut Santé et Sécurité au Travail, l'INRS, ni l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail n'ont lancé de réflexion sur le sujet de la ménopause, au contraire d'autres états féminins comme la grossesse, etc. Et la réponse, faite d'ailleurs par une femme représentative qui représentait l'association, était que
Elle craignait qu'en faisant ça, les femmes de 50 ans ou plus soient davantage discriminées à l'embauche. Enfin, en gros, c'est le poisson qui se mord la queue, quoi. Si on n'en parle pas parce qu'il ne faut pas discriminer les femmes, qui elles-mêmes ne veulent pas qu'on en parle et qu'on parle de leur étape pour ne pas être discriminées, mais en n'en parlant pas, on n'avance pas, en fait. Mais effectivement, oui, c'est de la discrimination, totalement, mais qui passe sous silence. Et c'est la double peine, hein, du coup. Ouais. Faut-il insister pour évoquer la ménopause et ses troubles dans le cadre professionnel au risque d'aggraver les clichés sexistes qui pèsent sur les femmes et leur inégalité de traitement? Ça rejoint la même réponse. Moi, je pense que chacun devrait être libre de pouvoir le dire ou pas, parce que je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de le dire et qu'on n'ait pas envie d'être discriminé et on n'a pas envie de voir changer le regard des autres sur vous. Pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est pas évident. Est-ce que je regrette? Non. Parce que j'estime qu'effectivement, il faut avancer avec son temps et que ça permet d'autres choses, du coup. Voilà. Aujourd'hui, je suis étudiante en psychologie. La preuve qu'on peut reprendre aussi ses études à 50 ans, que je change de métier, je me suis formée à l'hypnothérapie, je vais m'occuper des femmes ménopausées, voilà, parce qu'il faut que les femmes soient... ouais, c'est ça. Mais non, je pense qu'il faut faire avancer le truc, ouais. Mais chacun, en même temps, est libre de faire ce qu'il veut. C'est comme pour le traitement, hein. DRH. Les DRH sont quand même responsables de la santé du personnel. Donc, et parfois, les DRH sont des femmes d'un certain âge aussi, ménopausées peut-être, sans doute, et donc elles-mêmes sont peut-être un peu concernées aussi. Est-ce que c'est pas par là aussi qu'on pourrait sensibiliser au sujet? C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que le cadre institutionnel pose la question et pas... Parce que c'est compliqué ce risque individuel et cet engagement personnel comme ça de dire tiens, allez, je vais prendre mon courage à deux mains, j'y vais, puis on verra bien ce qui va se passer. Mais il faut commencer par là. Mais je suis d'accord que de toute façon, tant que les pouvoirs publics ne se saisiront pas de la question, parce que c'est une histoire de santé publique, c'est pas nous qui allons faire bouger individuellement les choses. En revanche, les représentations font bouger les choses. Moi, j'y crois. Instagram fait bouger les choses parce que à partir du moment où on s'unit pour faire bouger les choses, chacune un petit peu, oui, ça fait avancer les choses. Les associations aujourd'hui, elles sont pas prêtes à faire ça, mais à un moment, oui, on communique de plus en plus, ça bouge, et à un moment donné, les pouvoirs publics vont être obligés de faire ça. Surtout que c'est un vrai chantier, hein, la ménopause et le travail. C'est quand même la moitié de la population. On va travailler de plus en plus longtemps. Il y a un moment, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces femmes qui sont stigmatisées, discriminées et qui n'auront plus accès à l'emploi? C'est juste impossible, en fait. Donc, tôt ou tard, il va y avoir des politiques de santé. On est juste en retard, mais ça commence ailleurs et il va y en avoir, évidemment. Moi, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer à aller vers le non-tabou et vers la parole, en fait. Il y a comme ça que ça peut avancer. Ça, c'est une belle réponse de psychologue. Aller vers la parole. Aller vers la parole. Oui. 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 Oui, mais alors pas comme il l'aurait voulu. Mais du coup, j'en ai un peu chié. Mais voilà, pour être tout à fait honnête, on m'a annoncé un jour, voilà, c'est pas toi qu'on va garder. Donc on gardait la jeune femme que j'avais formée et qui, je reconnais, travaillait très bien, peut-être même mieux que moi à cette époque. Hein, mais bon, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et j'ai dit, non, moi, je suis pas d'accord pour être... Non, alors c'était une mise au placard, c'était pas vraiment un licenciement. Et tout ça sous « tu seras plus tranquille là-bas », etc. Je vous rassure, j'étais pas à la ramasse au point de pas pouvoir bosser. Hein. J'ai pas manqué un seul jour, je faisais mon boulot correctement, mais je coûtais plus cher, je pense, beaucoup plus. Il y a ça aussi. Hein. Les femmes de 50 ans coûtent plus cher, donc c'est bien facile aussi de se saisir d'un moment de fragilité, de vulnérabilité pour les licencier. Pour que les choses soient claires, c'est pas qu'un problème de compétence, c'est surtout ça. Et oui, parce que... Ouais. Ouais.
bien sûr. Non, mais c'est pour ça, je termine mon histoire. En fait, je n'ai pas été licenciée puisque j'ai dit, je refuse catégoriquement d'être licenciée. C'est pas à moi de partir au début. Je suis ancienne sur le poste, j'ai 50 ans. Enfin voilà, donc il y a tous ces critères-là qui font que c'est pas moi que vous pouvez licencier. Et voilà, exactement. Donc le truc s'est arrêté tout de suite. Bah, ils ont essayé, quoi. Mais le truc s'est arrêté tout de suite. Malheureusement, ça s'est reporté sur ma jeune collègue. Et là, j'ai subi un petit bashing de 6 mois parce qu'à cause de moi, elle allait être licenciée. J'essayais de leur faire comprendre que ce n'était pas à cause de moi, mais que c'était eux qui décidaient de la licencier. Mais bon, bref. Toujours est-il que Covid, magazine gratuit, distribué, etc., il est mort tout seul. Et on a tous été licenciés. Et là, comme par hasard, personne ne voulait se laisser faire. Voilà. Donc, j'ai été licenciée finalement, mais pour d'autres raisons. On finit. Oui. Ensuite, je laisserai la parole à Lucie Châtaignier et ensuite je ferai une petite conclusion très synthétique. Donc on termine sur un projet fou qui est au stade embryonnaire. Donc on vous présente le bébé avant qu'il soit sorti. Donc on est en stade échographie, en 2e trimestre pour ceux qui voient. Le cœur bat à peine. Ouais. Comme on l'a dit aujourd'hui, les Anglais sont beaucoup en avance, plus en avance que nous en tout cas, sur tout ce qui est phénomène de société. Préménopause, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est un moment qui est compliqué dans sa vie, notamment sur le plan psychique, qui est très très mal suivi et très mal pris en charge en France actuellement. Et ménopause. Et comme j'ai écouté, à un moment donné, je prenais beaucoup la voiture, j'écoutais beaucoup la BBC Radio 4, et il y a une émission qui s'appelle Women's Hour, qui est une émission qui parle de tout ce qui est féminin sur 1 heure. C'est très original comme nom. Et il parlait à un moment donné de quelque chose qui se fait beaucoup en Angleterre, qui sont les cafés ménopause, qui sont des espaces non mixtes où les femmes ménopausées vont pouvoir parler entre elles, parce qu'on l'a vu ce matin notamment, dès qu'on met un bonhomme dans une pièce, on ne parle plus que d'eux. D'accord ? Genre, il va parler de son idée, puis après on va toujours parler de la question de l'homme par rapport à la ménopause. Ah mais oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment une andropause ? Et puis finalement, on va finir par en faire une présentation sur l'andropause. Mais c'est toujours comme ça. Donc l'idée, c'était de pouvoir être dans un groupe non mixte, de paroles, de femmes ménopausées qui puissent parler entre elles. Donc ça, c'était un peu l'idée du ménopause café classique qui se fait en Angleterre. Et puis il s'avère que moi, je suis vendéenne. Je reviens à Paris depuis le mois de juillet, et il y a une sage-femme qui est sexologue en Vendée et qui organise des cafés sexos depuis de nombreuses années. Et je trouvais la formule géniale. Il y avait une sage-femme sexologue, une psychologue, et en avant, on va parler avec des thèmes sur des problématiques sexuelles pour le grand public. C'est à bâton rompu, on lance le sujet, enfin ces groupes de parole. Après, il y a une petite formation pour animer un groupe de parole, c'est pas très compliqué. Et puis, évidemment, quand on se connaît un tout petit peu, parce qu'au bout d'un moment, c'est à peu près les mêmes personnes qui arrivent, la parole se libère et on dit des choses qu'on n'aurait peut-être pas dit un samedi après-midi à Noisy-le-Sec. Parce que c'est un peu compliqué, du coup, on préfère poser ses questions sur son téléphone. Donc l'idée, c'était, moi j'avais Maya à côté de moi, qui voulait parler de ménopause, qui faisait des études de psycho. Moi, j'avais envie de faire quelque chose un petit peu dans ce goût-là aussi. Et ça a matché assez vite sur l'idée. Il nous manque encore la mise en place complète, c'est-à-dire un lieu, un rythme, et puis après savoir comment on organise ça. Est-ce qu'on fait des fois du non-mixte et du mixte ? Est-ce qu'on fait des sujets avec des groupes de parole libres, ou est-ce qu'on choisit des thèmes? Donc ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Ceci étant, c'est un petit peu... Moi, j'anime un groupe qui s'appelle Formagine, qui est un groupe de professionnels. Et souvent, c'est les gens qui nous donnent les idées. Ça, j'aime bien quand ça vient... Moi, du coup, j'ai juste à prendre les idées, c'est trop fast, quoi. Donc, comme disent les enfants. Donc, si vous avez aussi des idées, nous, on est preneuses. Et voilà, donc, moi, je viens tout juste d'arriver, de revenir sur Paris en juillet. Et on va essayer de vous mitonner ça dès que c'est possible. Ce sera très certainement intramuros, parce qu'on est intramuros toutes les deux. Mais vous serez bienvenus, bien sûr, dès qu'on aura pu vous mettre ça un petit peu plus. Mais franchement, l'idée, c'est ça, quoi. C'est de pouvoir faire un truc complètement horizontal. Les cafés sexos, c'est très horizontal. Il n'y a pas de sachant, il n'y a pas de... Voilà, puisqu'en fait, chaque personne a son histoire, va venir avec son histoire,
va raconter son histoire, on va échanger. Nous, on est juste là pour rattraper les choses si jamais ça part en vrille sur des trucs qui sont hors sujet des fois ou qui sont proches de la vente. Ou, voilà. L'idée, c'est quand même être dans quelque chose de plus de... Moi, j'aime bien ce mot de sororité, donc j'aimerais bien qu'on rentre dans quelque chose qui soit plus proche de la sororité qu'un truc qui soit plus proche de la commercialité. Et puis voilà, donc là, c'était notre idée. Donc là, c'était pour ça que c'était censé durer un quart d'heure, mais comme je suis une archipipelette, je suis capable d'en parler une demi-heure. Donc on va s'arrêter là. Peut-être que Maya a des choses à rajouter. Non, j'ai rien à rajouter. Ce sera un espace, effectivement, où la parole sera libre, et je pense que c'est bien aussi qu'il y ait un médecin... un endocrinologue qui soit qualifié sur la question pour pouvoir répondre, parce que je pense que évidemment ce qu'il faut déduire de cette journée, c'est qu'il faut informer, éduquer au maximum sur la ménopause. Il n'y a que comme ça qu'on avancera, quoi. Et partager, pas être seul, quoi. Ouais. Merci. Je m'empare du micro, juste une minute, pour vous dire que vous étiez au Théâtre des Bergeries. Et que nous avons une brochure de saison que je vous invite à consulter pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et vous dire que j'étais très heureuse d'accueillir cette journée, que, outre le calendrier de persuasion de Charlotte, je me suis toujours dit que les sujets invisibilisés devaient avoir une place dans les salles de spectacle. Et la journée nous l'a prouvé une nouvelle fois. Je voulais également vous dire que le partenariat continue avec le CMS, puisque le 8 novembre prochain, nous accueillons un spectacle qui est tiré d'un texte d'Édouard Louis qui s'appelle « Histoire de la violence », qui est un spectacle de théâtre mis en scène par Laurent Atta, et qu'à l'issue de ce spectacle, nous avons proposé, entre autres à Charlotte, de faire un échange, un débat peut-être, autour de la notion du consentement. Donc vous serez les bienvenus le 8 novembre prochain. Et puis, comme je ne peux pas m'en empêcher, vous allez découvrir ce soir Aurore, mais le 12 mars prochain, vous pourrez voir Agnès Jaoui en chair et en os sur le plateau du Théâtre des Bergeries avec son spectacle Dans mon salon. Donc, j'espère vivement que vous serez parmi nous. Bonne fin de journée à tous. Bon, on n'est pas si catastrophiquement en retard. J'ai 4 minutes. Je vais peut-être déborder un chouïa, mais franchement, presque pas. Alors, je reviens sur ma petite illustration du démarrage. Mais si vous lisez vraiment en détail, samedi 15 octobre 2022, fin de journée, coup de fatigue. Je crois que là, on peut dire qu'on en est là. Alors voilà, on reprend des choses qu'on a un petit peu déjà dit. Est-ce que c'est la fin ou pas? Et je vais vous parler rapidement d'un petit projet dont l'appellation n'est pas encore officiellement validée, mais moi j'y crois toujours. Je me dis faut y aller. Au pire ça marche pas, mais sur un malentendu peut-être ça va marcher. C'est le projet de Noisy-le-Sexe. Alors en fait c'est l'idée de travailler autour des tabous entourant la santé sexuelle des femmes, mais pas que. Et pour faire ça, l'idée c'est de travailler sur 2 choses. 1, la création de brochures inclusives destinées à l'information du grand public. Alors là, du coup, il y en a une qui est en création sur la ménopause, une sur les règles. Et après, moi, j'aimerais bien travailler sur prendre soin de sa vulve, la dépression postnatale, les fausses couches, la masturbation féminine. Et alors, j'aime bien travailler en partenariat. Donc, si jamais c'est des sujets, vous dites, tiens, je me sens super motivée, j'aimerais bien travailler avec, surtout, n'hésitez pas, appelez-moi, contactez-moi, j'aime bien travailler à plusieurs. Et la deuxième facette de ce projet-là, c'est de faire ce qui a été cette première journée, donc des journées ouvertes au public pour discuter de sujets dont on ne parle pas précisément. Pour s'informer, échanger, dédramatiser. Alors, je vous montre en avant-première à quoi va ressembler la brochure. Voilà, il y a la carcasse, quoi. Donc, mais j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux travailler cette brochure tranquillement et en faire un truc qui sera vraiment top, parce que l'idée, c'est qu'après,
on va en sortir 2, 4, 6. Normalement, on a déjà un financement de l'ARS que je remercie pour déjà 6, mais moi, je ne vais pas m'arrêter là, je pense. Voilà, donc là, c'est ennuyeux pour nous, mais merci à vous, à tout le monde qui est venu, qui a participé, posé des questions, réagi. Enfin, c'était vraiment un plaisir. J'avais pas du tout envie que ce soit un truc où on soit juste à parler en monologue avec des gens qui s'endormaient en face. Donc, je vous félicite aussi et je vous remercie beaucoup. Et bon, vous vous doutez bien que je ne vais pas partir sans vous faire un dernier petit Mentimeter, hein, quand même. La fille qui lâche pas l'affaire. Alors, sortez vos téléphones. Hop. Attends. Pourquoi ? Ça m'a fait la fin. Sans pis. Je fais la fin et après je vous fais le Mentimeter. Juste, j'espère qu'on vous retrouvera pour certains et certaines qui ont encore le courage, parce que je sais que c'était quand même une journée dense. Au cinéma ce soir pour aller voir Aurore avec une super équipe aussi pour animer le ciné-débat. Merci de votre participation et à l'année prochaine. Et je fais un énorme clin d'œil très peu discret à Lucie ici présente, parce que franchement, un lieu aussi extraordinaire pour accueillir un événement comme ça, moi personnellement, si je peux revenir, on se débarrasse pas de moi comme ça. Et ça, c'est pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu, est-ce que finalement, cette journée, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que c'était inutile, je savais déjà tout ? Est-ce que bof, je sais pas trop ? Ou est-ce que super, j'ai appris plein de trucs ? Et pour ça, c'est le 28 22 76 33. Il faudrait que je donne un numéro de téléphone. C'est le bingo. Oui, c'est très bingo. Et je vous lance le vote. C'est parti. Il vous reste 2 minutes. Ah bon. Qui n'a pas voté, ouais. Bon, merci. Du coup, ça veut dire que ça a quand même un petit peu servi à quelque chose. Donc ça, c'est super positif. Et une autre petite question, et c'est la dernière. Quel thème souhaiteriez-vous pour une prochaine journée ? Alors, peut-être l'année prochaine, sur quoi on part ? Personnellement, j'ai des idées, mais pareil, je trouve qu'il faut pomper les idées des autres. C'est d'ailleurs pour ça que l'idée de Café de la Ménopause, moi, je compte bien y assister pour pomper violemment le projet. Une fois qu'il sera bien mis en place, voilà, vraiment détaillé, etc. Hop, je vais y aller, je vais regarder, je vais leur demander leur accord, parce que le consentement, c'est important. Et qui sait, je pourrais peut-être lancer quelque chose comme ça sur Noisy-le-Sec pour les femmes et les hommes que ça intéresse. Noisy-le-Sec. Quand on est soutenu par son élu sur une appellation, c'est tout, ça, c'est Noisy-le-Sec. Hein. Oh vous n'allez pas beaucoup m'aider là. Ah bon, si. J'invite la personne qui a proposé ça à venir à la prochaine intervention faire un petit topo. Contactez-moi aussi, je vous ferai parler avec grand plaisir. Bon, c'est bien, il y a des trucs, ça passe dans l'idée que j'ai déjà pour l'année prochaine, donc c'est pas mal. Ah, là, ça se rapproche même de l'intitulé que j'envisage. Bon, c'est bien. Je pense que ça va répondre à des questions que vous vous posez, donc c'est cool. Commencez à prévoir l'année prochaine, on va communiquer plus en avance sur la date de l'événement. Sexualité retraite. Eh bien, super, des très bonnes. Très bonnes. Alors, sur le genre, on va probablement réfléchir à une formation. Alors, quelque chose de peut-être plus ciblé sur les professionnels, mais où j'espère violemment attirer à nouveau des gens par la force, comme Thelma ici présente, et comme une association. Mais bon, ce sera peut-être pas sur le grand public, mais comme quoi c'est effectivement des thématiques que je trouve passionnantes. Eh ben, j'emporte tout ça grâce à Mentimeter. J'ai pas d'action chez eux. Et je vous remercie encore une fois vraiment énormément de vous être déplacés sur ce samedi pour venir échanger avec nous.